Bonjour, bienvenue dans l'émission Éclairage que j'ai le plaisir de vous présenter avec Alain Juillet, président d'honneur du Club des directeurs de sécurité des entreprises et ancien haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Sont avec nous aujourd'hui pour débattre, d'une part, Gilles Rémy, président directeur général de Sifal Group, qui est la plus ancienne et la plus importante société de commerce et de services opérant en Russie et en Asie centrale et caspienne. Et puis Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe. Rappelons les faits qui sont à l'origine de notre émission d'aujourd'hui, la Russie, ennemie ou partenaire. Alors depuis plusieurs mois, le président Macron appelle à une évolution des relations avec la Russie. Récemment, dans un journal anglais, il a expliqué que la Russie avait 3 possibilités stratégiques: se développer toute seule, ce qui serait très difficile, s'allier avec la Chine, mais le déséquilibre entre les deux pays sera trop fort, ou construire un partenariat avec l'Europe qui est à terme le plus raisonnable. Bien entendu, cette position est loin d'être du goût de tout le monde en France, chez nos partenaires européens et bien sûr chez nos alliés américains. Accompagnés des 2 experts indiscutables de cette partie du monde, nous avons voulu essayer d'y voir plus clair. Alors Alain, revenons sur les explications et sur les causes du thème de l'émission d'aujourd'hui, donc la Russie, ennemie ou partenaire. En définitive, on voit déjà qu'il y a une incompréhension visible et une méfiance entre les deux parties, c'est-à-dire entre les Occidentaux et les Russes. Et on connaît bien, nous connaissons tous par les médias, la position française ou la position américaine, qui est directement inspirée, il faut le dire, par ce qu'on appelle les néoconservateurs. Et de l'autre côté, par contre, on connaît très très mal la vision russe. Et je crois que c'est bien au départ de rappeler ce que c'est. À savoir qu'après la chute du mur de Berlin, l'accord passé entre les Américains et les Russes, et ça a été confirmé de tous les côtés, était qu'en aucun cas, l'OTAN ne devait occuper les pays qui étaient limitrophes de la Russie. Ça, c'était l'accord qui avait été passé. Or, ça a été tout de suite battu en brèche par les Américains, d'abord dans les pays baltes, puis en Géorgie, en Ukraine, et de nouveau en Ukraine récemment. Donc, en définitive, du coup, ça a mis les Russes en situation un peu d'assiégés par rapport à l'accord qui avait été passé au départ. Et on l'a vu en plus en ce qui concerne l'Ukraine récemment, où l'idée que l'OTAN puisse occuper l'Ukraine était non seulement contraire aux accords, mais en plus insupportable, puisque, comme vous le savez, en Crimée, il y avait une des 2 plus grandes bases militaires russes, et donc ils n'allaient pas accepter qu'une base militaire russe soit en territoire OTAN. Le deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la disparition du socialisme, qui nous a paru à nous quelque chose de formidable, ne s'est pas révélé un paradis pour les Russes. On oublie qu'après la chute du mur de Berlin, après la crise et le basculement des soviétiques vers un autre système, on a eu une perte de pouvoir d'achat chez les Russes qui a été entre 50 et 60%, c'est-à-dire une baisse de niveau de vie qui serait absolument considérée comme insupportable en Europe, et qu'il a fallu près de 20 ans pour qu'ils retrouvent un niveau de vie équivalent à celui qu'ils avaient connu à l'époque des soviétiques. Donc, si vous voulez, rien que ça montre que ce n'est pas si simple qu'on voudrait en parler. Merci Alain déjà pour ce premier éclairage. Messieurs, une première réaction à cette pause du débat de la part d'Alain Juillet. Rémy ? Écoutez, je partage pour l'essentiel les propos d'Alain Juillet, c'est-à-dire que nous devons essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des Russes et la façon dont ils voient ce qui leur est arrivé et la façon dont ils voient le monde. Parce que si on raisonne d'une façon complètement autocentrée, eh bien, on va faire beaucoup d'erreurs. Et effectivement, je partage le fait que pour la plupart des Russes, c'est-à-dire pour l'immense majorité, ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'Union soviétique, ça a été je crois que dans l'histoire économique, on n'a jamais vu un effondrement équivalent en temps de paix. Ça a été une catastrophe sociale, ça a été une production industrielle qui a diminué de 2 fois, ça a été une crise démographique qu'on n'a jamais connue, je le répète, en temps de paix. Et donc, effectivement, les années 90 ne sont des années joyeuses que pour un certain nombre d'intellectuels et puis des hommes d'affaires qui ont pu effectivement profiter du chaos de l'époque de Yeltsin. Mais la Russie s'est reconstruite à partir de 2000 avec l'arrivée de Poutine. Oui, d'ailleurs, pour ajouter un point sur ce qui vient d'être mentionné, il faut voir qu'en plus,
à l'époque du basculement, je dirais, de la Russie, on a assisté à la prise du pouvoir par des mafieux de tous ordres, des voyous de tous ordres, et là encore, il a fallu plus de 20 ans pour que le régime arrive à remplacer les mafieux progressivement par des gens des services de renseignement. Alors il y a encore un autre phénomène qui se passe. Mais c'était quand même autre chose, c'était quand même nettement mieux, parce qu'au moins ils étaient honnêtes. Arnaud Dubien, sur cet énoncé des faits. La Russie et l'Occident, c'est une longue histoire de côté russe en tout cas, de fascination, de complexe, d'infériorité, parfois de supériorité. Que la France, dans l'histoire, a pu faire entendre une voix un peu particulière. Là aussi, on peut remonter assez loin. On peut remonter à une période plus récente, je pense à la présidence Chirac et même Sarkozy sous certains aspects. Il faut souligner qu'il y a un grand rendez-vous manqué en 89-90. La réunification du continent, qui était l'enjeu finalement, a été manquée. Gorbatchev et Mitterrand avaient une vision plutôt juste des choses, il faut le dire. L'histoire a pris un autre cours, en particulier du fait de la position américaine, mais pas seulement, aussi de la volonté de certains États concernés. Et on ne peut pas balayer d'un revers de la main la volonté des États concernés. Il y a eu effectivement cette erreur cruciale qu'avait d'ailleurs pointé George Kennan, qui était à l'origine de la politique d'endiguement de l'URSS en 1947 et qui, en 1997, avait attiré l'attention de tout le monde, y compris des Américains, sur le fait qu'élargir l'OTAN constituerait une profonde erreur qui braquerait les Russes et qui les convaincrait finalement que la volonté ultime de l'Occident est de l'affaiblir le pays. Je crois qu'on en est là, on récolte depuis quelques années les tristes fruits de ces erreurs. Il y a peut-être la possibilité de repartir d'un bon pied. En tout cas, je pense que c'est le sens de la démarche du président Macron. J'ajouterais que, je crois, parce que là aussi, c'est à remarquer, quand on voit ce qui s'est passé avec Mitterrand, puis et Chirac en particulier, mais aussi un peu d'une certaine manière, le président Sarkozy, qui souhaitait recréer des liens ou qui voulait continuer des liens avec la Russie. Mais il faut bien voir qu'on vient de vivre une période durant laquelle l'Allemagne a été le pays le plus fort de l'Europe. Angela Merkel, qui est une femme qui vient de l'Est, qui était à l'Est, elle, par contre, elle n'a jamais été évidemment favorable à la Russie. Et elle a tout fait pour mettre la main sur les pays du nord de l'Europe, mais de garder la Russie très loin. Donc, si vous sûr, même quand les Européens du Sud étaient plutôt enclins à créer des relations avec le Nord, et avec en particulier Poutine à partir de 2000, puisque le président Poutine souhaitait un rapprochement avec l'Europe, tout a été fait pour l'empêcher. Ça, je crois qu'il faut bien voir les choses comme elles sont. Mais je voudrais ajouter une chose aussi, parce que pour aller à ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant de voir ce que fait le président Trump, parce que là aussi, on raconte un peu n'importe quoi. Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon ennemi, c'est la Chine ». Parce qu'en 2050, la Chine sera la première puissance mondiale et nous voulons rester malgré tout la première puissance mondiale. Pour ça, il faut qu'on soit associé à tout le monde. Nous devons impérativement être associés à la Russie. C'est la position américaine. Et ça, c'est très important parce que nous, on est en train d'interpréter la position américaine en disant « mais les Américains, ils sont les plus forts au niveau militaire, mais les Russes sont très puissants aussi ». C'est une absurdité. Le budget militaire russe est 10 fois inférieur au budget américain. Oui, donc il faut être sérieux. On dit aussi la Russie, pour le plan économique, c'est une énorme puissance. Ce n'est pas vrai. Il faut pondérer tout ça. C'est vrai que sur le plan des chiffres purs de développement, enfin de PIB, la Russie est le 11e pays, donc ce n'est pas un grand pays. Mais par contre, la Russie a d'autres potentiels et on pourra en parler avec nos amis. Donc, je crois là-dessus, il faut être très clair. On est à une bascule actuellement, et c'est ça qu'il faut regarder. Et le président Macron, quand il commence à s'intéresser à la Russie, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il est évident qu'il faut que quelque chose se passe. Alors justement, je voulais vous faire rebondir, Monsieur Dubien, sur le président Macron, son intérêt pour la Russie. Alain vient de le rappeler également. Il y a quand même eu, au moment de l'élection américaine, cette histoire de cyberattaque, etc., et la condamnation très claire et nette de la part de Macron. Alors, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Et finalement, peut-être vous d'abord, Arnaud Dubien, puis ensuite Gilles Rémy, mais dans cette relation d'amour et de méfiance, enfin, d'intérêt et de méfiance à la fois, de jeu de chat et de la souris. Il faut bien voir qu'il y a un débat franco-français très dur sur la Russie. La Russie est un sujet clivant.
en France comme ailleurs, mais en France particulièrement, avec beaucoup de spécificités. Il y a une histoire qui n'est pas la même qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Il y a eu des périodes de très grands rapprochements, des périodes d'alliances militaires, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une relation économique, c'est peu connu, très forte, très dense. La France est le deuxième investisseur étranger en Russie, premier employeur étranger. Mais il y a aussi en France un phénomène qu'on observe depuis une dizaine d'années, qui est un phénomène finalement de remplacement des élites, d'évolution des élites, en particulier des élites liées à la politique étrangère, et l'affirmation, la montée en puissance d'un courant néoconservateur ou néo-atlantiste. Et donc, qui va de pair avec une forme d'érosion de ce qu'on a appelé l'héritage gaulo-mitterrandien en politique étrangère. Ça a commencé sous Sarkozy, avec d'ailleurs une décision symbolique qui est celle du retour de la France en commandement intégré de l'OTAN, qui n'a pas été trop mal prise par les Russes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la relation bilatérale était assez forte. Et donc, les Russes ont plus ou moins passé l'éponge là-dessus, considérant que finalement, la France vendait aussi des Mistral et que ça s'équilibrait. Mais au moment de la présidentielle, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu 3 grands candidats, quand je dis grands candidats, ce sont des candidats qui ont fait à peu près 20%, qui étaient favorables à une normalisation sans condition des relations avec la Russie. Je pense à M. Fillon, M. Mélenchon, Mme Le Pen. Or, c'est le 4e qui non seulement est arrivé en tête, mais qui a été élu. Et qui était à l'époque le candidat derrière lequel se reconnaissait, à tort ou à raison, peut-être à tort finalement, ce courant néoconservateur. Or, d'emblée, Macron a surpris. Il a surpris en invitant Poutine et en prenant à contre-pied finalement les attentes de certains de ses soutiens à Versailles, vous vous en souvenez. Il ne s'agissait pas de normaliser, mais d'essayer de montrer que la France était disponible pour faire quelque chose. Les choses n'ont pas été simples parce qu'il y a eu des faits divers très malencontreux, ou des incidents très malencontreux, l'affaire Skripal, et puis des dossiers comme la Centrafrique, pour parler de l'Ukraine, qui ont empêché finalement la chose de se mettre en place. Et puis, un nouveau tournant, en tout cas pas un tournant, mais une réaffirmation de cette impulsion initiale chez Macron, je dis bien chez Macron, pas dans son entourage, contre son entourage. Et on l'a vu lors de la conférence des ambassadeurs contre sa haute administration, au Quai d'Orsay. On l'a vu donc à Brégançon et lors de la conférence des ambassadeurs le 27, quand, dans une séquence assez inédite et même assez sidérante, le président interpelle, prend un parti ses ambassadeurs qui sont devant lui en leur disant finalement « on fait une nouvelle politique russe et vous allez l'appliquer, que ça vous plaise ou non ». Oui, moi je pense qu'il y a une évolution entre le début du quinquennat et aujourd'hui, qui est marquée notamment par le discours du président de la République devant les ambassadeurs, et il y a une nouvelle politique. Et je pense que ça tient avant tout d'une forme de principe de réalité, puisque en 2 ans, le monde aussi et l'Europe a beaucoup évolué. Le président de la France, il constate que les Américains ne sont pas fiables, que l'Europe, ça ne marche pas, que l'OTAN va pas bien, et que la Chine, c'est la grande puissance de demain. Et que je pense que le président a compris que le risque, c'est que, contraint ou forcé, la Russie se rapproche de la Chine, ce qui n'est pas dans notre intérêt. Donc c'est à partir de ça. Cela étant, vous avez mentionné, je crois, l'interview du président Macron dans l'Économiste. Je suis un peu inquiet sur la façon dont il présente la Russie, parce que dire la Russie, c'est le poids économique de l'Espagne, ça veut rien dire. On se prive de comprendre les équilibres du monde et ce que représente la Russie, y compris économiquement. Vous avez parlé, effectivement, il faut raisonner en PIB, pouvoir d'achat. Et dans ce cas-là, la Russie, elle est au niveau de l'Allemagne. Et elle est devant la France. Donc, ce genre de comparaisons qui sont même blessantes pour les Russes. Nous, on est passé, pour les Russes, il faut revenir à ce traumatisme. 2e puissance mondiale et un pays qui est complètement marginalisé. Aujourd'hui, la Russie, depuis 15 ans, 20 ans bientôt, a considérablement progressé. Elle a une capacité de rebond considérable. Il y a 15 ans, j'aurais pas parié un copec sur la renaissance du nucléaire russe, qui est un secteur que je connais assez bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse à nouveau avoir une espèce de parité dans le domaine militaire avec des armements qui, aujourd'hui, représentent le meilleur rapport qualité-prix. Donc, il y a effectivement une forme une capacité de résilience et de rebond des Russes qui est assez unique. Et avec également, si on compare à la Chine, des insuffisances,
pas suffisamment d'investissement dans les infrastructures, ce qui risque, qui, j'espère, va être très très vite corrigé, sera corrigé pour les prochaines années. Alors, 2 points là-dessus, parce que sur ce que vous venez de dire, je trouve que c'est intéressant pour nos auditeurs de savoir que nous avons la Banque mondiale, donc c'est pas suspect d'être pro-russe, la Banque mondiale, dans le classement qu'on appelle Doing Business des pays les meilleurs sur le plan économique et le plus efficace au niveau du commerce extérieur, met la Russie devant la France. Oui. Donc ça montre bien que l'image qu'on peut en avoir ici n'est pas du tout la véritable image. Mais moi, je voulais revenir justement sur le problème économique, parce que vous venez de l'évoquer. Le président Poutine, la dernière fois, en 2018, a annoncé un programme de grands projets pour relancer le développement de l'économie russe. Mais quand on regarde le détail de son projet, ça a été basé sur une inflation à 3,5% en gros. Enfin, un développement, pardon, une croissance, pas l'inflation, une croissance à 3,5%. Or, aujourd'hui, la Russie plafonne entre 1,5 et 2. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir réellement à développer leur économie intérieure parce qu'ils en ont besoin? Et est-ce que, c'est une deuxième question que je voulais vous poser à tous les deux, est-ce que vous pensez que toutes les sanctions qui ont été mises contre la Russie et qui semblent aujourd'hui évoluer dans le bon sens, puisqu'il y a des choses qui s'améliorent dans tous les sens, ne serait-ce que par les prises de position de gens comme le président Macron. Est-ce que tout ça, ça va permettre à la Russie de redémarrer sur le plan économique? Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Gilles Rémy, il faut poser le bon diagnostic. Je pense que les impulsions du président de la République, en particulier lors de la conférence des ambassadeurs, vont dans le bon sens. Je ne suis pas certain que le diagnostic posé soit tout à fait le bon. Sauf peut-être sur le rapprochement avec la Chine, qui a déjà commencé en réalité. C'est quelque chose qui est sous-estimé, jusqu'à une date récente en tout cas en Occident, dans la presse américaine. La relation entre la Russie et la Chine, elle a franchi des seuils ces dernières années. Dans tous les domaines, domaine militaire, domaine énergétique également. Donc pour le coup, c'est quelque chose d'important qui a été bien saisi en France. En revanche, est-ce que la Russie a 3 options exclusives finalement? Soit tomber dans l'orbite de la Chine, soit l'autarcie, soit finalement revenir au modèle des années 90, c'est-à-dire s'aligner ou adopter le modèle européen? Non. Je crois que la Russie a pour ambition d'être un pôle d'influence indépendant, à l'avenir, et de le rester, malgré des contraintes importantes, mais elle a tous les atouts pour le faire, et surtout elle a la volonté de le faire. Je crois que le concept clé pour comprendre la vision russe du monde, c'est le concept de souveraineté. La Russie veut rester souveraine, maître de ses choix, ce qui conduit d'ailleurs à certaines incompréhensions, y compris avec la France, depuis quelques années. Alors, pour ce qui est de l'économie, là aussi, la Russie, effectivement, en parité de pouvoir d'achat, est juste derrière l'Allemagne, 6e puissance mondiale, assez largement devant la France. C'est le bon ordre de grandeur, en réalité. L'économie de la Russie n'est pas en lambeaux, contrairement à ce qu'a pu dire le président Obama. Elle ne va pas très bien non plus, au sens où, à la différence des précédentes crises des années 90 ou 2009, il n'y a pas de rebond cette fois-ci. Je crois que le principal défi pour la Russie aujourd'hui, le principal risque pour son économie, ce n'est pas un effondrement, ce serait plutôt une trajectoire durablement médiocre qui l'empêche de reprendre sa marche en avant et sa modernisation. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la Russie a un taux de croissance qui n'est pas suffisant, puisqu'il est autour de... Ceci dit, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Mais elle a des potentiels de rebond que nous n'avons pas, nous, forcément. La Russie, le problème, c'est que la Russie a un gouvernement très, très, très libéral. On a un problème de pouvoir d'achat en Russie. Donc, effectivement, le pouvoir d'achat la consommation n'est pas un moteur de croissance. Ça peut l'être. Ça pourrait l'être. Il y a un problème d'investissement. Il y a un grand programme qui peut être aussi un moteur de croissance. Et puis l'exportation qui restera quand même très marquée par les hydrocarbures, etc. Mais la Russie, c'est un pays qui n'a pas de dette. Et c'est pas forcément une très bonne chose, parce que la Russie pourrait effectivement... Et la Russie a des réserves considérables. 500 milliards de réserves de change, c'est-à-dire 2 ans de consommation. Un fonds souverain qui doit tourner autour de 200 milliards. Un budget qui est un budget excédentaire. Donc, les possibilités financières de financer un rebond et un redémarrage de l'économie, il existe. Il y a un gouvernement qui freine.
Alors moi, je voulais vous interroger, puisqu'on parle de ça, mais revenir un tout petit peu sur l'image du président Poutine. Bon, il a été élu en 2000, il a échangé ses fonctions avec son Premier ministre un temps. Sa cote de popularité est encore très au-dessus de celle des dirigeants occidentaux, chacun dans son pays. Et pourtant, il y a une petite une dégradation de sa cote de popularité depuis 2008. Elle s'explique par quoi? Alors que nous, de notre point de vue, on a l'impression quand même qu'il est le maître à bord est très... Il y a deux questions en fait dans votre propos. La question des sondages. Alors il y a plusieurs types de sondages et ils sont utilisés dans la presse occidentale en fonction des opportunités. Il y a l'approbation en général de l'action du président. C'est un sondage qui est conduit toutes les semaines en Russie par différents centres, y compris des centres qui ne sont pas réputés proches du Kremlin. Et que voit-on? On voit effectivement une baisse de 85% environ, ce qui est beaucoup, à environ 65%. Donc une baisse de 20 points. Qui s'explique par la réforme des retraites. Quelque chose qu'on a connu. 85% d'opinion positive, d'approbation qui de l'action. chute à 65%. Absolument. D'accord. Ça reste encore... Ce qui fait rêver tout le monde. Il y a d'autres sondages, d'autres mesures sur les intentions de vote. Il passe de 65 à 45 en cas de présidentielle le week-end prochain. Et la cote de confiance. Tous ces sondages montrent une baisse de 20 points. Qui s'explique par la réforme de retraite, dont la philosophie est assez proche de celle qu'on a connue en France et qu'on va peut-être connaître encore, c'est-à-dire un relèvement de l'âge minimum de départ. Mais encore une fois, vous l'avez dit, il y a un phénomène donc d'usure assez naturel au bout de 18 ans de pouvoir, mais avec un seuil qui reste beaucoup plus élevé qu'en France en particulier. Bon, il y a évidemment beaucoup de spécificités russes sur lesquelles on pourrait revenir. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs Poutines. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais le Poutine des années 2000, du début des années 2000, le premier mandat en particulier, c'est un Poutine libéral sur le plan économique, c'est un Poutine pro-occidental qui cherche le rapprochement, d'abord avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, ensuite avec l'Allemagne, dont il parle la langue, et dont il apprécie le chancelier de l'époque, Gerhard Schröder, avec la France en 2003, il y a un moment fondateur dans la relation franco-russe de ces dernières années. Et les choses changent pour diverses raisons, on pourrait parler de la Géorgie, de la révolution orange en Ukraine, les élargissements de l'OTAN, une forme de méfiance qui s'installe avec les États-Unis, qu'on retrouve dans le fameux discours de Munich en 2007. Ce que je veux dire, c'est que Poutine est un Européen déçu. Et il faut l'avoir à l'esprit. Ah oui, c'est très important. Sur la cote de popularité de Poutine, je crois qu'il y a effectivement sa baisse de popularité, 60-65%, tient essentiellement aux questions sociales et à la retraite particulièrement. C'est là qu'on a vu le décrochage. Sa cote de popularité, en revanche, sur avons-nous un bon président et a-t-il une bonne politique internationale, il y a plus qu'un consensus, il y a une quasi-unanimité, et quelles que soient les forces politiques, parce que les forces politiques sont en opposition sur la politique économique et sociale. Mais sur les grandes questions internationales, effectivement, il y a un accord. Un accord des forces politiques, mais un accord aussi de la population, qui très 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 largement soutient, et puis qui se compare. Parce que dans le monde dans lequel on vit, le russe est très très bien informé de ce qui se passe dans le monde, et les télévisions d'ailleurs mettent en plus l'accent sur les questions internationales que peut-être chez nous. Mais ils se comparent et ils se disent finalement on a un président qui nous protège, qui fait le job et qui a redonné au pays effectivement une dignité et une présence. Exactement. Est-ce que vous pensez dans ce cadre-là, justement, est-ce que chez les Russes, par exemple, l'affaire de la Syrie, où les Russes ont gagné, il n'y a pas de problème, la Russie a gagné sur tous les plans, et ce qui se passe, et la redistribution des cartes dans le Moyen-Orient, est-ce que c'est perçu par les Russes en général comme quelque chose de gratifiant, ou alors est-ce que c'est considéré comme quelque chose de très éloigné, et ils n'en ont rien à faire, leur problème étant majoritairement un problème économique local? Moi, je suis convaincu que les Russes considèrent que c'est pas éloigné parce que la Syrie leur semble proche, que les Russes, je parle des dirigeants, mais de la population, connaît mieux l'islam que nous le connaissons. Et parce que l'islam, c'est une partie de la Russie, et ont parfaitement mesuré le danger, effectivement, d'un effondrement de la Syrie. Donc, je pense que il y a toujours une partie qui peut dire ça nous coûte cher, etc. Mais pour l'essentiel, effectivement, il y a une approbation. La Syrie et le Moyen-Orient, c'est surtout une affaire de prestige, une affaire de rang. Et c'est un coup de maître, il faut le dire, de la part du Kremlin, avec un investissement, qu'il soit militaire ou financier, très limité, surtout comparé à ce que font les Américains en Irak ou en Afghanistan,
pour l'instant avec un retour sur investissement majeur. Je ne pense pas que ça parle beaucoup aux Russes de la rue, beaucoup moins que l'Ukraine en tout cas, parce que les enjeux, il n'y a pas d'enjeu identitaire. Donc c'est une affaire de prestige, ce n'est pas l'Afghanistan que certains attendaient ou espéraient en Occident ou pour la Russie, mais c'est un sujet qui reste à mon avis assez périphérique pour le Russe de la rue. C'est pas là que ça se joue pour lui, encore une fois. En revanche, on a vu qu'il y avait un effet sur la cote de popularité et puis dans le débat public de la crise ukrainienne. Positivement d'abord, avec l'annexion de la Crimée, qui a très largement contribué à la popularité de Poutine. Si aujourd'hui, espérons-le, on entre dans une logique de règlement de la crise ukrainienne, il est possible que ce soit très favorablement ressenti par la population russe. Plus que la poursuite, la marche triomphale du Moyen-Orient. En tout cas, il semble bien en Ukraine, il y a eu un repli à la fois des forces pro-russes d'un côté et des forces ukrainiennes aussi dans la zone du Donbass. Il y a un accord qui est en train de se faire, en tout cas, visiblement entre les deux parties. Pour la première fois depuis 5 ans, avec grâce, même s'il faut rester prudent, à l'élection de M. Zelensky à Kiev, il y a un nouveau climat, très clairement. Il a été élu sur un programme de paix. Alors on peut dire que Poroshenko aussi, et qu'il a complètement dévié vers autre chose, mais Zelensky a un mandat fort. Il a gagné les présidentielles, législatives, pour faire la paix dans le Donbass, pas n'importe quelle paix, mais il y a quand même une très forte demande. Côté russe, on ne sait pas très bien ce que les Russes sont prêts à faire. Il est clair qu'il va devoir des concessions de part et d'autre. Mais pour la première fois depuis 5 ans, on a des petits pas positifs de part et d'autre. Est-ce que ça va aboutir ou pas? On le saura très rapidement. On sait que la France souhaite organiser à Paris un sommet en format Normandie. Les choses ne sont pas simples, il y a aussi un volet gazier, puis il y a eu 13 000 morts, mais pour la première fois depuis longtemps, il y a une note d'optimisme. Alors, avant de conclure, une dernière question à propos des attentes principales de la population russe. On dit que les droits de l'homme ne sont pas dans les 3 premières de leurs attentes et que le bien commun revient en force au détriment du libéralisme. Qu'est-ce qu'il en est à vos yeux? Je suis sûr qu'en tête des priorités des Russes, c'est la question économique et sociale, hein, c'est certain. Ça fait aucun doute. Ouais. La question des droits de l'homme, je pense que au niveau général de la population, c'est pas la priorité. Bah oui. Ouais. Et puis n'oublions pas que la Russie, je veux dire, celui qui veut s'informer, le Russe qui veut s'informer, il a Internet. Hein. Et puis, quand il regarde le bouquet de chaînes, nous, on n'a pas RT en France sur notre boîte, mais eux, ils ont Euronews, France 24 et TV5. Ouais. Donc, ils ont l'accès à l'information, absolument, je pense qu'il est certainement plus large, en Russie. Il y a une très forte demande de justice en Russie, justice sociale, essentiellement. On l'a vu sur la question des retraites, on le voit aussi sur la question de la distribution des revenus. La Russie est un pays où il y a de très fortes inégalités, parmi les plus fortes au monde. Il y a un côté latino-américain des années 80 qui passe d'autant plus mal que, et c'est là un point commun avec la France, le Russe aime la justice sociale, l'égalité quelque part. Donc là, il y a possiblement un problème pour la politique économique de la Russie. Les Russes, en général, ne sont pas prêts à se mobiliser, sauf peut-être à Moscou, on l'a vu cet été, pour des grands principes, les libertés publiques, les droits de l'homme. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'en province en particulier, il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser sur des sujets de proximité, des sujets environnementaux, des sujets d'urbanisme, qui sont des sujets très politiques en réalité, qui rejoignent la demande de justice. Donc là, pour résumer, je dirais que la société russe est une société très complexe, qui n'est pas du tout une société endormie, mais qui ne réagit pas aux mêmes choses que chez nous. Et ni dans le même temps. Merci beaucoup, Alain. Il est temps de conclure sur ce thème. Je crois que ce qu'on peut dire en écoutant nos amis et en échangeant et en regardant ce qui se passe en Russie, c'est que d'abord, c'est sûr que pendant très longtemps, on vient de s'aligner diplomatiquement sur la position américaine, la position des néoconservateurs, et que donc ça nous a donné une image qui est visiblement fausse, erronée, ou partiellement ou totalement d'ailleurs, sur le président Poutine et sur la Russie. Parce que nous n'avons pas tous les éléments du problème, en tout cas on ne les a pas eus entre les mains pour pouvoir nous faire une opinion. Parce que si on regarde, on voit que le président Poutine a ramené la fierté à la Russie. C'est-à-dire après cette catastrophe qui a été pour le Russe, l'effondrement économique dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est lui qui a ramené la fierté, c'est lui qui a ramené un redéploiement de l'économie, et ça, c'est quelque chose de très important. D'autre part, lui, il en a tiré les conséquences aussi.
Et il a été, on ne peut pas nier que l'affaire libyenne ou l'affaire des Balkans, dans lesquelles les Russes ont été humiliés, il faut bien le dire, parce qu'on n'a pas respecté nos engagements dans les deux cas de figure, hein, eh bien, a fait qu'il a traité ensuite différemment les problèmes auxquels il était confronté, comme l'Ukraine ou celui de la Syrie récemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça se tient. Hein. De ce fait-là, il est devenu incontournable. Il est redevenu une grande puissance, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, si on regarde au niveau de l'État aussi, il est certain qu'il a remis de l'ordre, parce que le système fonctionne à peu près. Nos amis l'ont dit, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien dans certains cas, même s'il y a encore des pesanteurs et des projets à développer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le problème majeur qu'il a, ce n'est plus le problème international, c'est pas le problème d'image de la Russie, le problème, c'est le développement économique. Il faut qu'il arrive à moderniser son économie. Et or, on sait qu'il dépend beaucoup de la rente gazière et pétrolière, et que c'est là où ça va probablement se jouer. Or, dans cette rente gazière et pétrolière dont il a besoin pour se développer, il a besoin de l'Europe. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a le gas pipe, Nord Stream 2, qui va passer par la Baltique et qui va amener malheureusement en terminal en Allemagne le gaz russe pour être ensuite dispatché sur toute l'Europe. Ça va contribuer évidemment aussi à l'économie, mais ça va favoriser l'Allemagne. Donc il était assez logique, en définitive, que le président Macron, qui constate tout ça, parce que comme ça a été rappelé, il a compris ce qui se passait mieux que d'autres, prenne les choses en main et visiblement, il est en train de préparer un rapprochement avec la Russie qui est vital pour la France. Sinon, une fois de plus, ça va nous échapper au niveau des pays du Nord. Merci Alain, merci messieurs. À très bientôt pour un nouveau numéro d'éclairage, histoire d'y voir plus clair.